Bonjour Jean-Pierre Cornilloux. Bonjour Jean-Denis. Vous êtes auteur du Choc numérique chez Nuvis. Alors première question, pourquoi une œuvre collective? Notre projet était simple et en même temps très ambitieux. C'était d'écrire de façon lisible le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, pourquoi on en est là et où nous allons. Et ce projet qui m'a été demandé par le CIGREF, le Club d'informatique des grandes entreprises françaises, j'ai commencé à le faire seul, à l'ancienne. Alors, j'ai écrit, griffonné des notes, écrit un plan. Je me suis dit, est-ce que je vais parler du monde de demain avec les méthodes d'hier? Et naturellement, j'ai mis le plan sur notre réseau social interne. Et j'ai dit, écoutez, j'ai envie de travailler avec qui veut sur ce sujet du monde numérique. On y va. Et très vite, en quelques heures, j'ai eu une dizaine de consultants qui m'ont dit, écoute, ça nous intéresse, on démarre. La transformation numérique invite à des nouveaux modèles d'organisation? On est en train de vivre quelque chose de bouleversant. Tout notre monde, et depuis notamment la révolution industrielle de 1750, a été construit autour de mécaniques visant à domestiquer la compétence individuelle en organisant, en structurant de façon rigide, hiérarchique, pyramidale, les modèles de fonctionnement. L'objectif, c'était d'amener une population paysanne, très peu éduquée, à travailler de façon efficiente dans les manufactures, puis les usines du XIXe siècle. Et donc les modèles de management, d'organisation, qui ont été conçus et raffinés avec le taylorisme, étaient des modèles très normatifs. C'était le monde de la main-d'œuvre. Et le monde de la main-d'œuvre, il devait se construire autour d'un modèle assez coercitif. C'était le monde de l'armée, où il y a un système hiérarchique, pyramidal. C'était aussi le monde des ordres religieux. La discipline était plus importante que l'objectif. Qu'est-ce qui se passe avec la révolution numérique? L'inverse. Chaque individu aujourd'hui, éduqué, accède, grâce au web, à toute l'information, toute la connaissance. Il faut donc que l'entreprise aille capter cette intelligence individuelle pour la mettre au service, au profit de la communauté. Comment on fait pour faire travailler un cerveau d'œuvre? Le cerveau d'œuvre, il ne s'arrête pas le soir à 17h. Il ne commence pas comme ça au coup de sifflet le matin à 8h. Le cerveau d'œuvre, il est libre. Et plus le cerveau d'œuvre est libre, plus il développe de l'intelligence. Plus il a envie d'aller s'agréger aux autres, d'avoir des émotions, de développer une reconnaissance individuelle, et puis d'aller étendre la sphère de ses compétences et de ses connaissances. Il faut donc qu'on invente le modèle aussi performant que fut celui de la main-d'œuvre pour le cerveau d'œuvre. C'est un champ considérable. Et c'est un champ qui va toucher tout le monde. La consumérisation de l'IT en est donc une conséquence? C'est à la fois la cause et la conséquence. En fait, ce qui s'est produit dans la première vague de la révolution de l'information, l'informatisation des années 70-80. On a pris des processus manuels. À l'époque, on avait des cartes, les cardex, les fiches perforées, toute une série d'outils pour travailler. On a mis ça dans un ordinateur central. Et on a dit aux gens, vous allez vous conformer au modèle que propose l'ordinateur central. Donc on a automatisé des processus manuels. Et donc on a créé un modèle qui était très structuré. Aussi, informatique centrale, le 3270, pour ceux qui s'en souviennent, c'était sans aucune liberté. Et c'est l'entreprise seule qui avait à l'époque les moyens de gérer cette transformation. C'était coûteux, compliqué l'informatique, il fallait des grosses machines, des grosses salles machines, peu d'entreprises en avaient les moyens. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a organisé le traitement de l'information sur le modèle de l'entreprise. Mais évidemment, la révolution numérique, elle a commencé avec le PC. On oublie toujours que PC, ça veut dire Personal Computer. Donc c'est l'ordinateur individuel. On a donné aux gens, en entreprise, parce qu'il y avait que là où on avait les moyens de se les offrir, un outil de traitement individuel de l'information. Certes, on accédait au système d'information central de l'entreprise, mais on pouvait faire des choses, et ça a été le champ immense du courrier électronique.
C'était la première expression de la liberté numérique, le courrier électronique. Et quand on a ouvert les systèmes à l'inter-entreprise, on avait eu la possibilité de discuter avec son client, son fournisseur, sans passer par la structure hiérarchique. Ce qui a donné une nouvelle dimension à cette personnalisation du traitement de l'information, c'est bien évidemment l'irruption du web, que personne n'avait vu, à partir de 1995, et surtout l'iPhone, ou le smartphone, qui a donné un ordinateur individuel, mobile, extrêmement puissant, efficace, qui donne à chacun d'entre nous le moyen de résoudre plein de problèmes de la vie quotidienne, plein de choses. Or, en entreprise, on n'a pas donné cette possibilité aux gens. Et de ce fait, on a continué dans les entreprises à organiser le système d'information de façon très normative et très centralisée pour résoudre les problèmes à la place des gens et en leur disant allez dans le système voir comment faire. Alors que le modèle smartphone, le modèle web, c'est la personne qui dit je vais chercher comment faire et je vais faire. Donc on voit bien qu'il y a une opposition frontale entre deux modèles. Le modèle normatif centralisé de l'entreprise, le modèle individuel, voire libertaire, que le web et le smartphone ont propagé. De ce fait, on est dans un choc culturel. La consumérisation de l'IT, aujourd'hui, est largement dépassée. Il y a encore beaucoup de DSI qui pensent qu'ils peuvent s'y opposer, mais évidemment, c'est une fantaisie. Chacun d'entre nous dispose d'outils individuels. On va avoir la fête des pères, on va tous avoir des smartphones, des tablettes, machin, c'est des trucs qu'on s'offre mutuellement. Et bien sûr, on va vouloir les utiliser en entreprise. Il n'y a rien de plus simple que de se connecter au système d'information de l'entreprise, notamment à travers la messagerie, l'intranet et l'Internet. Et de fait, chacun est en train de constituer son propre système d'information aux limites du système d'information de l'entreprise. Il est temps maintenant de réconcilier les deux. Il faut que le système d'information de l'entreprise devienne numérique, permette à chaque collaborateur de capter l'intelligence collective et de la redistribuer dans les processus de l'entreprise. Il y a donc une vraie révolution culturelle à faire, qui est due à la poussée de la technologie, mais aussi au changement de modèle comportemental. Parce que vous avez demandé à un jeune qui rentre en entreprise, qui a pris l'habitude de coopérer pour louer une voiture, pour récupérer la perceuse de son voisin parce que quand il en a besoin, pour aller en vacances avec Airbnb. Et vous allez lui dire, maintenant tu dois rentrer dans le modèle normatif. La réponse est clairement non. Les gens ne veulent pas rentrer dans ce modèle-là. Et de toute façon, ils y échappent parce que la technique les autorise. Donc il y a un immense travail pour que l'entreprise devienne beaucoup plus ouverte à la créativité individuelle, autorise la possibilité d'agréger les talents, les compétences de façon beaucoup plus libre. Bien sûr, il faut l'orchestrer, il faut un chef d'orchestre, mais il ne faut pas marcher au coup de sifflet. Ça ne fonctionnera plus jamais comme ça dans les entreprises. La personne se retrouve donc au cœur du numérique. Alors, vous touchez le cœur de cette transformation. On est aujourd'hui confronté, dans l'histoire de l'humanité, à une nouvelle étape qui va amplifier les étapes précédentes de libération de l'individu. L'invention de l'écriture, puis l'invention de l'imprimerie, puis la voiture individuelle, pour prendre différents éléments techniques, nous ont donné une envie de liberté. Et cette envie de liberté, aujourd'hui, on peut l'exercer dans tous les aspects de la vie sociale. Pour travailler, de chez soi, de l'endroit où l'on est, pour se déplacer. On a maintenant un nombre considérable d'outils pour optimiser ces modes de déplacement, pour acheter, évidemment. Le consommateur aujourd'hui, 90% des consommateurs vont sur Internet avant de faire n'importe quel achat, pour se soigner. Aujourd'hui, on ne va pas chez le médecin sans information, on va chercher de l'information. On va la confronter avec le médecin quand il accepte ce débat, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, on est dans une situation où la personne a les moyens d'optimiser ses choix,
à la fois en fonction de ses goûts et de ses aspirations individuelles, mais aussi dans une optimisation économique et dans une relation avec les organisations et les entreprises, qui est une relation d'égal à égal. Dans votre ouvrage, vous abordez le thème du darwinisme numérique. Est-ce qu'on a le choix? Alors, je parle d'évolution à longue portée. Hein. On est effectivement dans une transformation systémique, complexe. Tout bouge. Tout bouge en même temps. Alors, on voit bien que l'accès individuel et l'aspiration démocratique sont des choses très fortes, très solides. Mais la science est en train de changer. Cette vieille classification disciplinaire très verticale s'effondre. Aujourd'hui, la biologie progresse parce que l'informatique progresse, et on est dans des boucles de rétroaction tout à fait étonnantes et rapides. On n'a pas fait de progrès en médecine aussi rapidement qu'au cours des derniers mois. On parle même plus en années. C'est l'accélération numérique. On est dans une accélération numérique considérable. Alors, par rapport à ça, il y a deux attitudes. Ou on embarque, et puis on va essayer de comprendre, c'est le sens de l'ouvrage, on va s'adapter, on va mettre en œuvre des nouvelles formes d'organisation, de management, d'enseignement, de santé, de culture. On va essayer. On n'a pas toutes les leçons, on n'a pas tout. Il n'y a pas un grand bouquin déposé au pavillon de Breteuil qui nous explique comment rentrer dans le monde du numérique. Ça va dépendre du rythme de chacun, de son aptitude et de sa capacité. Mais il faut y aller. Qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas? On est très rapidement déclassé. Regardez Kodak. Kodak, pas compris numérique. Kodak aujourd'hui est une petite entreprise qui souffre. Et toutes les entreprises qui n'auront pas intégré le fait numérique, plus ou moins en profondeur, vont disparaître. C'est pour ça qu'on parle de darwinisme. Notre sentiment, notre conviction est que les choses vont aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Tout ce qu'on observe dans la vie économique aujourd'hui, qu'on appelle crise, parce que c'est un mot commode, nous laisse penser qu'on va revenir à un état antérieur. C'est une grande illusion. On ne va jamais revenir à la situation antérieure, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a 7 milliards d'êtres humains qui ont accès au traitement numérique de l'information. 7 milliards d'êtres humains, c'est 7 milliards fois 100 milliards de neurones. Nous avons une capacité cognitive considérable, et quand on ne veut pas rentrer dans ce vaste mouvement, on en reste à l'écart et ça ne gênera pas ceux qui sont dedans. Ça ne gênera que ceux qui refusent de comprendre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui refusent. Par contre, les entreprises hésitent parfois à s'engager. Je les incite à faire des expériences, à commencer à mettre le gros orteil, sans jeter le corps entier dans l'organisation. Il faut bouger. Les réseaux sociaux d'entreprise, par exemple, ça fait peur à beaucoup de monde. Mais peur de quoi? Peur de libérer de la créativité, de l'intelligence, de l'envie collective. Et je crois qu'il faut ne pas avoir peur de ce futur. Il vaut mieux être tiré par le futur que poussé par le passé. Et ce futur numérique est un futur non sans risque. Ce serait illusoire et naïf de penser qu'il n'y aura pas des gagnants et qu'il n'y aura pas des perdants, qu'il n'y aura pas des truands du numérique. Ils existent déjà. Mais comme il y avait des truands de la diligence, ou comme à Rome, il y avait des truands aussi. Donc on aura à inventer des nouvelles parades à des nouveaux risques. Mais ne pas s'engager résolument, avec lucidité et clairvoyance, dans le numérique, n'est pas une erreur, c'est une faute. Merci Jean-Pierre Cornioux, co-auteur du Choc numérique chez Nuvis. Merci à vous, merci de cette invitation et merci de donner l'occasion de faire avancer les choses de façon conviviale.